Bonjour à tous, c'est parti pour le deuxième épisode des Sportifs vous régalent. La semaine passée, on était avec nos deux spécialistes. Ils sont encore présents. Hugo Demiter, bonjour. Bonjour Gordon. Elise Van der Elst, tu es aussi présente une nouvelle fois, bonjour. Bonjour Gordon. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée un petit peu spéciale, bien sûr, une judokate, mais aussi une écrivaine, multiple championne de judo en Belgique, des titres nationaux donc. Championne d'Europe junior, si je ne me trompe pas. Exact. Voilà, c'est juste, j'ai travaillé un petit peu. Et aujourd'hui, du coup, on va découvrir un petit peu quelles sont tes habitudes au niveau de l'alimentation. Lola, moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, voir en tout cas, c'est le salut en mode judo. J'aimerais bien que tu nous montres un petit peu. D'accord. Donc simplement, jambes écartées au niveau des épaules. Comme j'ai des larges épaules, je peux bien les écarter. Alors, bras le long du corps. Et donc, on va saluer en faisant glisser nos doigts juste au-dessus du genou. Donc là, on regarde bien l'adversaire. Prenez les notes. Hein. Hajime. Voilà. Hajime. On a été attentifs. Hein. Attentif, Ouais, Hugo. pas de sourire en combat, je suppose. Non, sauf quand on gagne, évidemment. L'épisode prochain, je veux que vous accueilliez notre invité avec un petit salut judo alors. Pour voir si vous avez bien retenu. On va s'entraîner. Et on salue aussi le tatami. Comme c'est un sport japonais, il y a beaucoup de respect. Donc il y a d'abord un premier salut pour le tatami et puis un salut par rapport à l'adversaire. Parce que même si on combat l'une contre l'autre, on se respecte aussi. Ok. Bon, on va prendre quelques petits cours chez toi, Lola. Bon, alors, petite tradition dans l'émission, avant d'en venir un peu plus sur ton sujet, Lola, moi j'aimerais bien savoir ce que tu as mangé ce matin. On relâche un petit peu la pression. D'accord. Alors ce matin, j'ai mangé une banane et un morceau de carrot cake. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense, les spécialistes? Appétissant. Ouais, un petit peu sucré, mais enfin, c'est l'équilibre alimentaire Ça manque un peu de protéines, ouais. que l'on compte sur la semaine, donc c'est pas, Ok, c'est pas si c'est grave. ça. Voilà. Moi j'ai envie de piéger un petit peu Lola. Hier, c'était quoi? Hier, Ouais. tu insistes vraiment sur cette promotion d'huile de palme ou... C'est pour me rassurer. Ok. Un sportif de haut niveau mange parfois la même chose que moi le matin, donc ça me rassure un petit peu. C'est personnel, je vous l'avoue. En période de blessure, je suis un peu moins exigeante. J'ai besoin aussi du confort. On met la petite moral. musique en fond, là, de la publicité. Ouais. De votre vous, côté, ouais. qu'est-ce qu'on a mangé, Hugo Vas-y. ou Élise? Hier soir, Vas-y, Ellie. faut que je réfléchisse. Hier soir, Ah ce oui, matin, j'avais ouais. mangé Ce matin. un porridge, comme d'habitude. Moi aussi, hein, à base de flocons d'avoine, bien sûr. Par contre, j'ai mis le petit carré de chocolat que parfois je ne mets pas, un peu plus de moral. plaisir pour le moral avant de venir ici sur le plateau. Hein. Et tu C'est es moi en qui pleine t'ai donné forme. envie pour Ils le sont chocolat. disciplinés. Ouais, discipliné quand même. Hein. Impressionnant. Il précise quand même que c'est un petit bout de chocolat pour un petit peu se dédouaner par rapport à ça. Moi personnellement, ça m'arrive parfois d'enchaîner une tablette entière, mais bon, c'est un autre sujet. Lola, on va s'intéresser un peu plus à toi, bien sûr. On a une petite séquence qui s'appelle, si vous êtes bien attentif, si vous avez retenu la fois Boucher passée, le trou. Ouais, Close the gap. en anglais pour Hugo. Lola, je t'invite à aller te présenter avec ce petit texte à trous. Ok. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 29 ans et je pratique le judo depuis quasi un quart de siècle. Alors ce que j'adore dans le sport, ce sont les projections et le travail au sol. Par contre, je déteste le sexisme. Alors mon crush sportif, c'est Surya Bonali parce que c'est une athlète incroyable. Elle a fait un magnifique salto arrière, notamment au JO de Nagano, où elle a fait un bon pied de nez aux membres du jury. Une façon de lutter évidemment contre le racisme et le sexisme dont elle était victime dans le sport. Et c'est juste une sportive que j'admire par-dessus tout. Cuisiner pour moi, c'est une catastrophe. Il vaut mieux que je m'éloigne en tout cas des comptoirs de cuisine. Mais de manière générale, j'ai une alimentation plutôt variée et je dirais assez exigeante pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. L'aliment que je surkiffe, la pomme de terre douce. Et l'aliment qui me fait faire des grimaces, c'est plutôt le poisson, surtout en conserve. Ma Madeleine de Proust, ce sont les feuilles de vigne à l'égyptienne. Et dans mon frigo, il y a souvent du chocolat et bon, comme c'est une émission sportive, je vais aussi dire du blanc de poulet. Alors mon plaisir coupable, c'est le chocolat, toujours pas très original. Le cheat meal, c'est le shawarma. Et le meilleur plat pour un date réussi, c'est un plat que je ne cuisine pas. Une belle présentation, hein, Lola.
On en a appris un petit peu sur ce que tu manges, on a un petit peu appris sur le sportif. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur tout ce qui tourne autour de ton extra sportif. Tu es aussi écrivaine. Parle-nous un petit peu de tes projets en cours, par exemple. Mais je suis en effet passionnée d'écriture. J'ai eu la chance de pouvoir publier un premier roman. Et là, je travaille sur un projet de livre pour 2024 où il s'agira d'interviews de sportives et de sportifs de haut niveau, que ce soit olympique, paralympique, niveau international. Et l'idée, c'est justement de mettre en avant tout ce qu'on ne voit pas à la télévision et dans les médias. On n'hésitera pas à présenter le livre lors d'une prochaine émission quand ça sortira. C'est prévu pour quand, Lola? Il n'est pas comestible, hein, le livre. Non. Non, mais on peut le dévorer quand même. D'accord. Ah, c'est beau, c'est beau. On va commencer un petit peu avec la discussion, justement, comme la fois passée avec Hugo et Élise. La première question, c'est quel est à quoi tu penses quand tu parles nourriture, toi, nutrition? Alors moi, je suis assez fan de nourriture. C'est un de mes sujets de conversation favoris. Mais oui, j'adore manger et je suis assez snob, je pense, par rapport à mes goûts en cuisine. Et en même temps, par rapport à la pratique sportive, évidemment, pratiquant en plus un sport à catégorie de poids, je crois que pendant tout un temps, surtout à l'adolescence, ça donne aussi une dynamique parfois un peu toxique, je dirais, par rapport à la nourriture. Alors heureusement, moi je n'ai jamais souffert de troubles alimentaires parce que j'aime trop manger et je suis assez bien dans ma peau, mais c'est vrai que le fait de devoir à chaque fois avoir un poids très précis à 50 grammes près, devoir faire des régimes, des hydratations et avoir cette obsession constante de la balance, ça peut donner un rapport à l'alimentation qui est tout à fait particulier. Justement, on pourrait revenir un petit peu le régime type pour une judokate. C'est vrai que c'est un sport qui est pas un sport d'endurance. Élise, toi, tu pratiques plutôt un sport d'endurance aussi. Hugo, à l'époque cycliste, c'était plutôt ça. Quel est le régime type vraiment d'une judokate, Lola? Le régime type, l'idée en fait, c'est de se rapprocher un maximum de son poids de catégorie, mais évidemment en masse musculaire, d'être parmi les plus physiques de sa catégorie, et donc même encore mieux de dépasser en fait son poids de catégorie. Par exemple, moi je combats dans les moins de 70, et bien idéalement être entre 72 et 73 kg, mais en masse musculaire, et après perdre les 2 kg excessifs avec un peu de régime et surtout en eau juste avant la pesée. Et j'ai oublié ta question. Non, j'ai répondu à la question, d'accord. Peut-être quelque chose, vous voulez poser une petite question? Est-ce que tu as déjà utilisé des techniques pour te déshydrater avant la compétition, comme je sais pas, faire une cure de jeûne ou bien mettre une tenue plus épaisse pour transpirer? Oui, c'est assez courant. Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des résultats dans la catégorie qui me convenait le mieux, mais au début, surtout quand j'avais l'âge de 15 ans, je me souviens, j'étais déjà dans les moins de 70 kilos, plus grasse, moins de masse musculaire, j'étais encore assez jeune, et donc le coach national que je venais à peine de rencontrer lors d'un stage vient et me pince déjà avec son pouce et son index au niveau de la masse grasse en me disant oh, toi tu es trop grasse pour les moins de 70 kg, il faut que tu descendes de catégorie. Et donc ça a été quelque chose qui a été exigé pour que je puisse avoir accès aux compétitions internationales, quand bien même j'avais fait championne de Belgique dans les moins de 70 kg. Et donc à cette époque-là aussi, on te demande de descendre de catégorie, mais on ne t'envoie pas chez des diététiciens ou des professionnels, donc tu le fais un petit peu avec les conseils de tes coachs, mais aussi de manière totalement idiote. Je me souviens par exemple me réveiller avec ma combinaison de sudation, il fallait que je perde encore du poids pour le lendemain, et donc j'avais décidé de dormir avec une combinaison de sudation, et donc je me souviens du regard effaré de ma mère qui m'a vu me réveiller comme un cosmonaute. On a tous nos techniques. Hein. Voilà, donc ce n'est pas des techniques, je pense, forcément recommandées du tout. Par contre, ce qui est assez courant, donc forcément, le mois avant la compétition, le régime devient de plus en plus drastique, mais surtout les quelques jours avant, où en termes d'alimentation, eh bien, on réduit les féculents, surtout évidemment les sucres. Et le jour de la pesée, ça c'est toujours très particulier parce que maintenant, avant c'était la pesée le matin, donc c'est-à-dire peut-être 3 heures avant les premiers combats. Depuis, ils ont changé pour faire peser la veille, ce qui est mieux. C'est plus confortable aussi de se réveiller le matin de sa compétition sans avoir la balance comme préoccupation. Mais
En même temps, comme c'est la veille, eh bien, toute la journée, tu ne bois pas. S'il faut, tu fais une déshydratation 2 heures avant la pesée, où tu vas mettre simplement des combinaisons de sudation et faire une activité physique, ou d'autres qui sont trop faibles le font par sauna, avec des bains chauds, jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton poids. Évidemment, tu reprends tout ce poids-là juste après, parce que le corps, c'est comme une éponge. Avant une épreuve, Hugo, qu'est-ce qui peut être conseillé justement on a vu que Lola donnait quelques pistes. Qu'est-ce que tu peux donner, toi, comme piste par rapport à ce petit souci-là, de la pression de pouvoir perdre du poids juste avant la compétition sans pour autant perdre de la force, perdre de l'énergie? Ben, c'est une vraie problématique dans les sports à catégorie de poids comme ça. C'est que les coachs et l'entourage que l'on peut retrouver, le staff, n'est pas assez conscient, n'est pas assez sensible à la manière d'aborder cette question-là. Et où on ne voit que l'athlète, où on ne voit que le pourcentage de masse grasse, alors qu'il y a plein d'autres choses autour qu'on devrait faire attention. Ben, déjà, l'intérêt, c'est d'anticiper. Et donc, en consultation, souvent les sportifs à catégorie de poids, ils viennent un peu en catastrophe 2 semaines avant la pesée. Et là, impossible. Ça sent le vécu, ça. Impossible de venir garder quand même quelque chose d'assez équilibré pour maintenir une certaine performance sur 2 semaines, quoi. Donc l'idéal, c'est de venir, je vais presque dire, à la fin de la préparation déjà, limite d'être suivi tout au long de l'année pour gérer ça de la façon la plus équilibrée possible, même si à un moment donné, c'est une alimentation performance, on s'éloigne quand même d'un certain équilibre. Il faut quand même essayer que ça reste au maximum, surtout dans l'idée d'être performant. Et donc, ben voilà, il y a suivre de manière progressive. Et puis, avant d'aller vers des techniques de déshydratation comme ça, assez extrêmes, où le risque, c'est de vraiment perdre une grosse partie de ses capacités physiques, on va peut-être d'abord réduire les fibres, parce que les fibres, elles fermentent, et donc le sportif est un petit peu plus lourd après sur la balance. Même chose avec le sel. Donc on va limiter aussi un petit peu, on va encourager le sportif à limiter ses apports en sel, parce que le sel, en fait, provoque une rétention d'eau, donc le sportif est également plus lourd, et puis à un moment donné, si le sportif est encore trop lourd, là on ira de manière un peu plus extrême, essayer de réaliser une déshydratation, mais toujours dans l'idée que ce soit contrôlé, et surtout, et c'est ça qui est bien, et je pense que ça c'est une règle qui a été imposée, que maintenant la pesée se fait plutôt la veille, c'est que dès le matin de la compétition, on peut quand même bien réhydrater le sportif pour qu'il arrive au début de son combat avec un statut hydrique, je ne veux pas dire optimal, mais presque, pas comme la veille, le jour de la pesée, quoi. Élise, toi justement, tu es aussi en pleine préparation pour tes prochaines compétitions. Si on devait essayer de faire une petite comparaison sur ton système à toi avant compétition et celui de Lola, quelles sont les différences qui peuvent se voir? Ce qui est d'assez similaire, en fait, c'est qu'on essaie aussi toujours d'avoir notre poids de forme pour la compétition. Et ce qui est un petit peu dangereux autant dans ton sport que dans le mien, c'est que parfois les entraîneurs qui n'y connaissent rien peuvent dire aux sportifs « Ah, tu es trop gras » ou « Tu as trop de masse grasse ». Et le sportif peut alors tomber dans un trouble du comportement alimentaire, ce qui peut en fait devenir dangereux pour la santé. Parce qu'un sportif qui a un trouble du comportement alimentaire et qui va se priver, et les sportifs qui ont une masse grasse trop faible peuvent en fait souffrir d'un REDS. Et donc le REDS va en fait affecter la performance sportive et la santé du sportif sur le long terme. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le REDS. Non, j'ai jamais entendu ça. Donc en fait c'est le syndrome de déficit relatif dans le sport. Et ça va avoir beaucoup de conséquences sur la performance sportive et sur la santé du sportif. Il y aura plein de conséquences au niveau des processus physiologiques. Donc tu pourras avoir une diminution de la densité minérale osseuse, ce qui va augmenter ton risque de fracture. Tu pourras aussi avoir des troubles psychologiques. Il y a aussi des troubles cardiaques qui peuvent survenir. Enfin, il y a vraiment plein d'effets comme ça délétères sur la santé. Ce qui est bien d'entendre, c'est que toi, tu n'as pas développé de troubles de comportement alimentaire, mais j'ai malheureusement vu des sportifs dans mon sport, et je pense dans ton sport aussi, certains sportifs qui ont souffert d'un REDS et qui se sont vus devoir mettre un terme à leur carrière ou ne plus performer sur le long terme. Oui, et j'ajouterais aussi, je pense, surtout au niveau du côté féminin, mais ça c'est évidemment avec le recul, le fait d'avoir été blessée, d'avoir pris autant de recul par rapport à mon milieu,
c'est que déjà je pense qu'on parle de pourcentage de masse grasse, mais c'est par rapport à un standard quand même qui est assez masculin, et donc ça pose aussi des questions au niveau des exigences des morphologies féminines, et d'autant plus je pense qu'il faut faire attention surtout à un jeune âge, mais peu importe l'âge, les filles vont être et les femmes vont être beaucoup plus vulnérables à tous ces troubles du comportement alimentaire, déjà de par les injonctions de la société qui exigent quand même un format assez filiforme. Et donc si à ces injonctions on ajoute en plus la pression du sport et la culpabilisation, je crois que c'est quand même un élément sur lequel il faut veiller d'autant plus au niveau des sportives. Mais ça comprend évidemment tout le monde. Je veux dire, dans les sports à catégorie de poids, il y a aussi l'aspect psychologique, parce que quand on est dans la restriction aussi extrême, évidemment le danger c'est qu'on fasse le yo-yo avec notre corps, et ça les garçons aussi en souffrent évidemment. Mais en tout cas en termes si je dois citer des exemples en termes de personnes qui ont souffert de troubles de comportement alimentaire, c'est quand même majoritairement féminin et peut-être quelques garçons, mais isolés. Ce qu'il y a, c'est que chez les hommes, il n'y a pas vraiment de signal d'alarme, alors que chez les femmes, souvent, on va trouver des troubles du cycle menstruel et parfois une disparition des règles. Donc, c'est plus facile de détecter un REDS chez une femme plutôt que chez un homme. Et en fait, quand il y a ce signal d'alarme-là, ça va montrer qu'en fait, les apports sont insuffisants pour couvrir les besoins et qu'il y a vraiment ce déséquilibre entre les apports et les besoins chez le sportif. Et en fait, ça ne touche pas que les athlètes qui ont un trouble de comportement alimentaire. Parfois, c'est simplement des sportifs qui vont sous-estimer leurs besoins et qui vont en fait manger trop peu pour couvrir leurs besoins. Donc, il faut vraiment être attentif à ces signaux-là. Ouais. C'est souvent, à mon avis, basé sur la pression qu'on peut avoir avant la compétition, mais aussi sur une certaine, peut-être, un manque d'information. Justement, le fait de pouvoir avoir ce genre de problème. Hugo, toi, justement, tu voulais revenir sur un de ces points que citait Lola. Elle est justement engagée au niveau un petit peu extra-sportif aussi par rapport aux différences hommes et femmes, un combat que tu mènes notamment avec Charline Van Sneek avec Balance ton sport, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et justement, ça pouvait être sympa, on parlait de déficit justement, de différences hommes-femmes. Moi, je voudrais justement savoir quel peut être l'avantage ou les avantages, quels peuvent être les avantages d'être une femme par rapport à un homme au point de vue physiologique justement. Avec peut-être Élise ou Hugo qui peuvent en parler. Je ne sais pas, tu as une idée, Lola, au niveau sportif, une capacité physique que les femmes auraient en plus que les hommes qui leur permettrait d'être sur ce point-là plus fortes que les hommes? Honnêtement, je suis assez curieuse. De manière spontanée, je dirais peut-être un aspect plus endurant. Au niveau des stéréotypes, peut-être la souplesse, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais je suis très curieuse de la réponse. Ouais, c'est à peu près ça. Et tu es vraiment dans le bon quand tu dis plus d'endurance. D'ailleurs, je pense que si on fait une fois une émission 24 heures ici des sportifs vous régalent, je pense qu'à un moment donné, nous deux, on craquerait que Lola et Elise seraient encore en pleine forme, parce qu'en effet, les sportives féminines ont des capacités plus importante à oxyder les graisses durant l'effort, et donc ce qui permet de pouvoir tenir un effort de manière, en tout cas sur une plus longue durée. Et ça se voit normalement dans les courses d'ultramarathon, où finalement au scratch, les premières athlètes féminines sont dans le top 10 avec les hommes mélangés. Et donc ça c'est un classement, je vais dire quelque chose de pratique qui prouve un peu la théorie. Et donc voilà, je trouve ça intéressant à mettre en avant. On va directement c'est vraiment intéressant. Parce que non, mais souvent on parle des avantages des hommes, donc le fait que les hommes aient en général plus de force musculaire, une masse maigre plus importante que les femmes. Ouais. Et on parle trop peu des avantages physiologiques des femmes par rapport aux hommes, donc c'est vraiment chouette de mettre en avant cet avantage quand les femmes. Ce qui compense cette capacité d'endurance chez les femmes, donc de par l'oxydation des graisses. Chez les hommes, c'est la masse musculaire qui permet de stocker un petit peu plus de réserve de glucides. C'est ça un petit peu qui compense, en tout cas dans les épreuves d'ultramarathon, dans des épreuves plus longues. Ouais. Là, on va voir si tu es endurante. On va passer justement à la séquence quiz. Un petit vrai ou faux, Lola.
Je vais commencer avec la première affirmation. Il faut être le plus léger possible pour être performant. Vrai ou faux, Lola? Faux. Faux? Je laisse mes spécialistes en discuter, évidemment. Oui, c'est bien ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le sportif est trop léger, il peut souffrir d'un REDES. Et donc, on peut retrouver toutes les conséquences qui accompagnent ce REDES. Donc, voilà, comme on l'a dit, plein de troubles physiologiques, au niveau des troubles, autant des troubles hormonaux que des troubles des cycles menstruels, des troubles cardiovasculaires, etc. Et puis, en fait, si le sportif suit un régime trop restrictif pour peser, aller le moins possible, être le plus léger possible, le sportif peut avoir des carences alimentaires et il peut aussi fatiguer son corps et son corps va s'épuiser sur le long terme et même ses réserves de glycogène peuvent être de plus en plus basses, voire nulles. Et donc ce qui va l'amener à contre-performer. Mais c'est vrai qu'il y a ce mythe, je pense surtout dans les sports, le cyclisme, le demi-fond, où plus tu es légère ou léger, mieux c'est pour ta course. Ça, je pense qu'il faut être conscient que le poids de forme, ce n'est pas le poids où on est le plus maigre. Donc, certains sportifs vous diront que pour préparer un objectif, j'ai le témoignage, je me souviens d'un cycliste comme Maxime Montfort, qui était un spécialiste des grands tours, qui avait une fois essayé d'être 2 kilos plus léger au départ du Giro par rapport aux autres grands tours qu'il avait pu réaliser. Au final, il était un peu passé à travers de ce Giro. En tout cas, il était déçu de ses performances. Parce que justement, il était un petit peu trop maigre au départ du Giro. Et finalement, avec 2 kilos de plus, c'est réellement là son poids de forme et c'est à ce poids-là qu'il se sent le mieux. Oui, c'est ça. Et parfois, le danger, c'est de perdre un petit peu de poids, être plus performant, mais atteindre une certaine limite et au final devenir contre-performant. Voilà, tu avais donc répondu juste. Mais je m'attendais à ce que ce soit une question piège. Donc non, pas encore. Okay. J'ai une petite question d'ailleurs qui revient un petit peu sur toi, sur la personne que tu es. On rappelle que tu as quand même été victime d'un assez gros accident dont tu peux nous en parler. C'était un accident justement lié au cerveau, je pense. Oui, disons que j'ai plus été victime des dysfonctionnements et du manque de suivi médical, mais en effet, j'ai eu une chute sur la tête et une commotion cérébrale assez sérieuse qui a eu des séquelles et des conséquences sur le long terme et qui ont été assez dramatiques au début pour moi puisque ça m'a écartée pendant quasi 3 ans des tatamis. J'ai dû faire un gros travail de rééducation pour pouvoir revenir sur le tapis de judo. Et le retour, il avait été flamboyant d'ailleurs. Quand même. Après un long parcours, la preuve d'une grande application. Ne sois pas modeste, ne sois pas modeste. Avec un podium sur les championnats de Belgique, si je me souviens bien. Donc on va justement parler de ça. L'affirmation qui suit, elle est complètement liée avec ça, Lola. Est-ce que la créatine réduit les dommages et favorise la récupération post-commotion cérébrale? Vrai ou faux? On m'a jamais proposé de créatine. Mais c'est dommage. C'est dommage. Attention, Hugo, il fallait pas spoiler. Une petite aide. Bon, allez, c'est un point gagné. Vrai. C'est facile. Hugo, justement, tu nous as un petit peu spoilé la réponse finale. C'est vrai, la créatine Ouais. Ok. On t'en a pas proposé à ce moment-là. Quelle erreur, Lola, tu te rends compte? Il fallait que tu participes à cette émission avant, malheureusement, ça n'existait pas Dommage encore. Dommage que tu ne connaissais pas plus tôt. C'est ce qui manquait, c'était la créatine. Voilà. Donc, c'est sympa parce que fin novembre 2022, on a été à un congrès de l'IRVMS à Lille, qui était entre autres pour la partie nutrition organisée par notre collègue expérimenté Serge Peters, ou un intervenant qui s'appelait Julien Reberol, si je me souviens bien de son nom, qui n'était autre que le diététicien nutritionniste du sport de l'équipe de Lyon en rugby, donc en division 1 du rugby en France, qui était justement intervenu au sujet des commotions cérébrales, parce que les commotions cérébrales sont hyper nombreuses dans le rugby, et donc ils en ont quasiment 2-3 à chaque match. C'était vraiment assez fou. Et en fait, il était avéré, de par les études que lui-même avait pu mener, que la créatine, en tout cas, réduisait les dommages et surtout pouvait même agir en prévention au choc cérébral. Donc il faut toujours la prendre sous sa forme monohydratée. Alors je précise bien aussi parce que certains pourraient lier ça à du dopage, mais c'est vraiment autorisé
c'est pas interdit par l'Agence mondiale antidopage. Et alors, pour être totalement précis, il y a une phase de charge sur une semaine où on en prend environ 20 grammes par jour, et puis une phase d'entretien où on en prend 3 à 5 grammes par jour. Plus précisément, ça se rapporte au gramme par kilo de la personne pour vraiment adapter. Mais donc, clairement, c'est quelque chose, bon, c'est dommage de le dire après coup, mais qui Non, aurait mais ça pu, peut être utile, bien sûr, c'est une information. qui aurait pu t'aider. Et si jamais tu as une collègue ou tu connais un joueur de rugby ou une joueuse de rugby qui est sujette aux commotions, bah, tu pourras la conseiller. Voilà. Voilà, l'émission Sportif vous régale, c'est aussi les sportifs vous informent, puisqu'on a en compagnie ici 2 anciens sportifs, en tout cas un ancien sportif, et Elise Van der Elst qui est bien évidemment toujours en activité. Tu as peut-être autre chose à ajouter par rapport à la Elise. créatine? Non, c'était comme toi, que voilà, la créatine peut prévenir la commotion cérébrale et va aussi favoriser la guérison post-commotion. Et c'est surtout, comme tu disais, une période, la semaine qui suit la commotion, on va plus donner de créatine. Ouais. Et toi, dans ta pratique, Elie, je me permets de poser les questions. Tu en utilises aussi de la créatine? Alors ici, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que je vais introduire ça dans ma routine. Après, ce qu'il y a, c'est que ça peut engendrer un petit peu de rétention d'eau. Donc, je vais voir un peu si c'est le cas chez moi ou pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour les efforts courts et intensifs. C'est ça. Parce qu'en fait, la créatine va apporter de l'énergie sous forme d'ATP qui va être utilisée pour la contraction musculaire. Et donc, en fait, lorsqu'on fait des efforts courts et intensifs, l'énergie va être utilisée sous forme de phosphocréatine, qui est la forme active de la créatine. Oui. Et comme les stocks sont assez limités en phosphocréatine, c'est bien de se supplémenter en créatine pour justement augmenter ces stocks de créatine. Ouais. Là, tu vas toucher les puristes qui s'y connaissent en physiologie, super. Voilà. C'est toujours hyper intéressant, mais j'espère que tu as appris des choses. Hein. Lola, je pense qu'on est servi parce que je t'avoue que moi, je découvre aussi complètement. Et la créatine n'est pas que pour les muscles. Voilà, c'est ça. Et on va découvrir autre chose bientôt parce que tu nous as préparé un petit plat, c'est la séquence Balance ton plat. Et voilà, donc on a parlé de Balance ton sport tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est Balance ton plat. La semaine passée, un petit risotto, des lentilles du côté de Elise Van der Elst. On va découvrir ce qu'a à nous proposer Lola Mansour, qui n'aime pas trop la cuisine visiblement, hein, mais qui a quand même voulu se prêter au jeu. Elise, je te propose de pouvoir donner la tablette à Lola, qu'elle nous commente la recette qu'elle a gentiment préparée, bien évidemment. Donc ma recette, ce sont des frites inclusives. On lance avec le pied. Magnifique. Donc la pomme de terre douce, qui est un de mes aliments favoris. Puis j'avais aussi pris du manioc et des pommes de terre. Donc toutes sortes d'épices, paprika. Là je montre les épices pommes de terre. Évidemment le côté japonisant avec la sauce soja pour le petit big up au judo. Le piment d'Espelette parce que j'adore ce qui est épicé. Donc là, j'épluche gracieusement la pomme de terre douce et le manioc. Ouais, ça fait partie de la rééducation aussi pour mon bras. C'est assez physique. Hein. Et prendre des bons couteaux. J'avais fait l'erreur, j'avais cuisiné chez ma grand-mère pour qu'elle puisse déguster, comme je ne pouvais pas amener des frites ici. Et donc, oui, je galérais un petit peu avec ces petits couteaux. Ça fait partie d'un très bon conseil du coup, pour suivre la recette. Hein. Tu sais quoi offrir à ta grand-mère, du coup. Exact. Et donc, oui, le manioc, c'était un petit peu un carnage, mais on voit quand même des formes de frites colorées sur la planche. Et donc, j'ai fait un petit mix avec la sauce soja, les épices. Les pommes de terre s'oxydent vite, donc il ne faut pas trop tarder à les mélanger, en tout cas avec toute la marinade. Donc, j'y étais franco avec les doigts. Évidemment, bien se laver les mains, ça c'est important. Ah, mais là, on voit la partie où je mets... J'ai essayé de faire ça de manière pro, parce que d'habitude c'est un peu au pifomètre, je vous avoue. Donc j'ai essayé de faire ça avec une cuillère. C'est la petite vinaigrette. Hein, exactement, petite vinaigrette avec la sauce soja, le paprika, le sel. J'ai pris un sel marin et des aromates. Et puis voilà, je mets un petit peu toutes les préparations et je vois, là c'était... Ça touille. Hein. Voilà, exactement. Donc je fais quelques trous ensuite dans le papier sulfurisé, pour qu'à la cuisson, l'huile passe, en tout cas, puisse transpercer. Je rajoute encore un peu de sel, parce que je n'avais pas mis beaucoup de sel dans la préparation de départ.
Et là, je vais enfourner. Évidemment, pendant tout ça, j'ai déjà préchauffé le four. Et donc là, je mets la chaleur tournante et je réduis à peu près 220 degrés pendant une demi-heure. Évidemment, je vérifie quand même et je mélange un petit peu après 20 minutes. Et alors, quand c'est fait, il ne reste plus qu'à servir avec ma grand-mère qui n'a absolument pas, qui n'a absolument pas appris Elle a aimé au moins. un texte pour me dire à quel point elle aimait ma cuisine. C'était très spontané. Mais est-ce qu'elle Elle a aimé? Ça, apprécié. c'est la réponse. Mais elle n'est pas très objective, hein, je crois, parce qu'elle a dit qu'elle l'adorait, elle n'avait même pas encore avalé la première frite, mais non, elle a quand même aimé, je crois qu'elle a bien englouti, donc c'était pas si mauvais, j'étais même moi-même surprise du résultat, je trouvais que c'était pas trop mal. On va voir Mais ce tu qu'on va sais en cuisiner penser, un petit peu quand même alors. Pas trop, honnêtement. Pour la petite anecdote, avant de venir, je voulais m'entraîner à faire des muffins diététiques. Et donc j'avais montré les photos à Hugo. C'était un gros raté. Parce qu'évidemment, les frites de patates douces, je n'ai pas pu les amener ici parce que ça doit se manger chaud. Et donc je voulais faire quelque chose que je puisse amener pour que vous jugiez vous-même mes qualités de cuisinière. J'ai beaucoup aimé l'élégance, la coordination pour mettre les frites dans le four. Ah, Ouais, c'est ça. le geste était beau. Hein. Ouais, c'était beau. Et le montage, d'ailleurs, était pas mal fait aussi. Hein. Donc, Et juste quand même souligner que la séquence Balance ton plat a quand même été inspirée du nom de Balance ton sport. Ouais, exactement. et donc Et voilà, et donc là, Merci à toi pour j'ai la balancé petite, mon plat avec mes frites inclusives. bon, justement, on va peut-être un petit peu analyser ça. Est-ce qu'on peut donc manger des patates douces, des frites de manière saine? Je vous pose la question. Est-ce que ce plat, qu'est-ce qui vous inspire avant de pouvoir justement y goûter? Oui, il y a moyen vraiment de manger ça de manière saine. La patate douce, elle peut se cuisiner de plein de façons. On peut faire de la soupe à la patate douce, on peut faire du gratin, des frites au four, on peut faire de la patate douce rôtie. Il y a vraiment plein de manières de la cuisiner. Elle peut être accompagnée de plein d'épices, donc les épices que tu as choisies, mais ça aurait pu être aussi de la cannelle, du curcuma ou plein d'autres épices. Dans la recette, il parle justement de curcuma. Moi, je ne suis pas très fan de cette épice-là, donc en effet, on ajoute les épices qu'on aime, mais c'est vrai que ça fait partie de la recette plus classique qu'on retrouve sur Internet. Ouais. Les Et patates puis- douces que l'on peut utiliser aussi pour des préparations même sucrées. Et le curcuma, je t'invite quand même à en mettre une petite pincée D'accord. parce que le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires. Ah, ok, Donc pourquoi pas à l'avenir. d'accord. Est-ce qu'on passe à une petite dégustation? C'est possible? Allez, c'est On y parti. va. C'est parti. Élise, j'ai une mauvaise nouvelle. Que se passe-t-il, Hugo? Gordon a mangé toutes les patates douces, les frites de patates douces de Lola. C'est pas vrai, on va pas pouvoir goûter. Non, j'espère que Lola aura l'occasion de nous inviter plus tard pour qu'on puisse quand même déguster ces bonnes frites de patates douces. Toi, au niveau nutritionnel, tu auras quelque chose à raconter, à expliquer par rapport aux patates douces? Oui, je peux un peu expliquer les bienfaits de la patate douce. Donc, je trouve que c'est un aliment très intéressant intégré dans l'alimentation quotidienne du sportif. Pourquoi? Mais parce que c'est un aliment qui est très riche en micronutriments. Donc, on retrouve de la vitamine A, de la vitamine C, du manganèse, du cuivre, du magnésium, etc. Surtout dans la pomme de terre, enfin dans la patate douce à chair orangée, parce qu'il y a différentes variétés. On va retrouver certaines patates douces avec une chair plutôt jaune pâle, voire blanche. Donc plutôt privilégier celle qui a une chair orangée. Et donc voilà, c'est très intéressant à intégrer dans son alimentation aussi parce qu'elle est riche en fibres. Et donc, ce qui va en fait diminuer son index glycémique, bon, c'est peut-être un peu technique pour les personnes, mais en gros, elle va entraîner une moindre élévation de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Et sa richesse en fibres va aussi lui conférer un fort pouvoir satiétogène, donc ce qui fait qu'on va être rassasié plus longtemps et ça va empêcher d'avoir éventuellement rapidement une fringale après le repas. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Non, exact. Tout ce que tu dis est très pertinent. Du coup, hein, c'est une question, je pense, qu'on te pose souvent et moi aussi. La patate douce, c'est un légume ou un féculent? C'est un féculent. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un légume, mais c'est un féculent comme la pomme de terre. Et donc, en fait, ce sont des équivalents du riz, des pâtes, de la semoule, etc. Ouais. Donc, c'est par leur teneur en amidon, hein, dans leurs racines, hein, que l'on appelle tubercule. Et donc, pour comparer un petit peu,
Que ce soit la pomme de terre ou les patates douces, on est plus ou moins sur 18 grammes de glucides pour une quantité de 200 grammes. Donc il y a quand même un apport assez intéressant en glucides en effet. Autre chose sur la patate douce? Rien de très particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin comme je le préciserai plutôt après, c'est très facile à cuisiner, il y a toutes sortes de manières de la préparer. Et pour les plus pressés, il y a même moyen de la préparer au micro-ondes. Super, je te propose de passer à la conclusion. On va essayer que Lola nous invite chez elle pour les déguster, ces frites. On va essayer de la convaincre, ouais. Allez. Allons-y. Voilà, l'analyse est terminée. On va maintenant demander l'addition comme on le fait traditionnellement. Hugo, Élise, la petite note. Ouais, qui commence? Allez, je t'en prie. Ok, donc moi je te mettrai une note de 7 sur 10. Alors malheureusement je n'ai pas pu goûter, mais ça donnait vraiment envie. D'ailleurs ta grand-mère a apprécié, donc bon je pense que voilà, si elle a apprécié, j'aurais pu très bien l'apprécier. C'est un aliment que j'apprécie particulièrement, la patate douce. Mais après voilà, si je te mets 7 sur 10, c'est pas 10 sur 10. C'est parce qu'en fait, pour avoir une assiette équilibrée, il manque certaines familles alimentaires. Ici, il y a juste un féculent, donc il n'y a pas de légumes, pas de source protéique. Ce n'est pas un repas équilibré. Et puis, tu avais ajouté du sel. Bon, après, voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ce qu'il y a, c'est que la sauce soja, je ne sais pas si tu sais, c'est déjà très salé. Et donc, en fait, ce n'était pas forcément nécessaire de rajouter encore du sel, bien que ce ne soit pas non plus forcément une erreur. Et ouais, voilà, et puis aussi le fait qu'on n'ait pas pu goûter, c'est un petit peu dommage. Bon, la Donc prochaine voilà, fois, je vous invite dans la contribution de ma note. et je fais une salade à côté. Ah, ben voilà. Voilà. Comme ça, Voilà. tout le Et monde sera n'oublie content. pas non plus une source de protéines. D'accord. Par exemple du blanc de poulet Mhm. ou quelque chose comme ça. Ouais. Hugo, j'imagine que tu rejoins les propos d'Élise, forcément. Maintenant que je sais que tu vas nous inviter pour aller en manger, moi je vais être un peu plus sympa qu'Élise, qui avant de mettre sa note ne le savait pas. Et ouais, allez, je vais dire 9 sur 10 du coup. Et aussi pour le sourire de ta grand-mère, quand elle a dégusté, même avant de déguster Oui, avant, les frites, tout ça. elle était déjà très souriante. Tu as peur de la projection, c'est ça? Du mouvement de judo. Ouais, c'est ça, j'ose pas trop, j'ai peur de me faire retourner comme une crêpe, même si ici c'est des frites. Mais clairement, je suis totalement d'accord avec ce que dit Élise. Et ce qui est génial dans ce que tu as préparé, c'est qu'en alternative aux bêtes frites de pommes de terre bien belges, c'est sûr que la patate douce, il n'y a pas photo, il y a quand même plus de vitamines et minéraux et c'est quand même un petit peu moins calorique. Donc dans ce sens-là, plus adapté aux sportifs. Donc non, bravo à toi et hâte de venir goûter ces bonnes frites de patate douce chez toi. D'accord. Avec ta grand-mère, il faut Ok. l'inviter aussi. Oui, hein. bien Ouais. sûr. Je tiens à sa présence. On garde donc l'aspect plaisir ici dans cette émission. On arrive forcément à la fin. Tu as des projets qui arrivent, on en parlait, sportifs, mais également au niveau du livre, des livres, de l'écriture, avec le livre notamment Ceinture Blanche qui est toujours disponible. On invite évidemment tous les téléspectateurs à se le procurer pour apprendre un peu plus sur ce que tu fais de manière extra-sportive. C'était un plaisir, encore une fois, d'être accompagné de spécialistes comme vous, Hugo et Élise. Très Merci. chouette. Toujours, Ouais, merci. toujours un plaisir de promouvoir le métier de diététicien et d'avoir une intervenante de la qualité de Lola qui nous a raconté des choses bien intéressantes. Merci beaucoup Lola et on se retrouve la prochaine fois tout simplement.